rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qu'on avait déjà évoqué sur Microciné via un critique de cinéma qui s'appelle Michel Mourlet. Ce sujet, c'est très simple. C'est l'histoire du macmahonisme avec comme second sous-texte sur une certaine tendance de la cinéphilie française entre 1951 et 1967. C'est un livre, c'est édité chez BOD, Books on Demand. Le lien est dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Et celui qui a pensé ce livre, c'est Christophe Fouché. Vous le connaissez. Il est venu il y a quelques jours nous parler de Zoom Arrière et de Paul Vecchiali avec ses confrères Vincent Jourdan et Vincent Roussel. Il revient aujourd'hui, là, cette fois-ci seul, pour nous parler de ce livre. Comment vas-tu, Christophe ? Ça va, merci. Et toi ? Très bien. Content en tout cas de renouer le dialogue avec toi. Alors, d'emblée, très vite, aujourd'hui, en 2022, pourquoi il était important pour toi de parler du macmahonisme ? Et surtout, c'est quoi le macmahonisme selon toi ? Bon, moi, le macmahonisme, en fait, c'est un sujet, bon, le 2022, c'est l'aboutissement du livre. Il sort en 2022, mais en vérité, j'ai commencé à y penser il y a pas mal d'années maintenant. Ce qui m'a motivé à me lancer là-dedans, moi, c'est deux choses. Déjà, c'est un facteur personnel. C'est l'intérêt que j'ai pu avoir pour les textes de Michel Mourlet, de Jacques Courcel et des macmahoniens aussi de façon plus générale. Voilà, que j'estimais des textes importants, dont certains n'étaient pas assez mis en lumière, dont certains n'avaient jamais été réédités depuis. Et ensuite, c'est le fait que, comme le pointait déjà Antoine Debec dans son histoire des cahiers du cinéma, sorti il y a plus de 30 ans aujourd'hui, le macmahonisme souffre d'une certaine carence éditoriale, parce qu'il y avait tout simplement, il n'y avait pas de livre sur le sujet. Donc il y avait une sorte de vide éditorial qui était assez motivant de combler. Voilà. Mais pourquoi tu peux expliquer selon toi qu'il y avait comme ça cette carence éditoriale ? Non, je ne sais pas. Enfin, il faudrait demander aux éditeurs. Moi, je pense que le macmahony, si on compare à l'autre grande tendance de la cinéphilie française issue des cahiers du cinéma d'après-guerre, qui est en gros les jeunes Turcs, et beaucoup plus de littérature sur les jeunes Turcs, à mon avis, ça vient du fait que beaucoup sont devenus de très célèbres réalisateurs avec la nouvelle vague. Et donc, lorsqu'ils sont devenus célèbres dans le monde entier, ça a, par un effet un peu indirect, attiré l'attention sur ce qu'ils ont écrit auparavant en tant que critiques. Voilà, mais il s'avère qu'aucun réalisateur majeur n'est issu du macmahonisme. Peut-être que ça explique ça, moi je ne sais pas. C'est vrai que François Truffaut était quelqu'un de célèbre, même pour les gens qui ne sont pas cinéphiles, en fait. On ne pourrait pas en dire autant de Pierre Rissian, qui est vraiment un homme de l'ombre, en fait, qui a été extrêmement influent, mais sans jamais vraiment se mettre en avant dans les médias. Voilà. Après, Pierre Rissian, tu me contrediras si je me trompe, mais je crois que en tout cas dans le milieu cinéphile, j'entends bien dans le milieu cinéphile, Pierre Rissian, c'est quelqu'un d'extrêmement, pour le coup, d'assez connu. C'est ce que je dis, ça reste vraiment quelqu'un de très connu à une échelle cinéphilique. C'est peut-être, moi je ne suis pas des éditeurs, je ne sais pas pourquoi rien n'était sorti jusqu'à présent, mais moi c'est une hypothèse en fait, c'est-à-dire que il n'a pas le degré de célébrité d'un Jean-Luc Godard ou d'un François Truffaut qui se sont rendus très célèbres, voilà, grâce à leurs films, en tournant d'ailleurs en vedette, en passant chez Michel Drucker, pour certains. Enfin, voilà, c'est une hypothèse, hein, c'est pas bon. Après, c'est pas. Je ne crois pas que ce soit forcément hyper. Voilà. Et toi, quand tu as commencé à en entendre parler du macmahonisme, avant vraiment de te poser, de travailler sur, on appelle ça un mouvement critique, voilà, des choses comme ça. Est-ce que, quand on avait entendu parler au départ, est-ce que sur un ton
plutôt positif ou En fait, négatif? c'est vraiment Et les écrits, moi, qui m'ont mené. C'est vraiment les livres, les textes aussi. Alors, j'ai découvert à peu près en même temps, je dirais au début des années 2000, les textes de Michel Mourlet recueillis Sur un art ignoré. Mhm. C'était le seul macmahonien en fait qui avait pris soin de recueillir ses écrits assez tôt d'ailleurs, hein, dès 65 en fait, il avait fait un recueil qui a été plusieurs fois réédité depuis, intitulé donc La mise en scène comme langage, et également le dictionnaire de Jacques Courcel, fameux critique issu du macmahonisme également, et également les billets de Louis Corky dans Libération, Scorky, donc qui à la fin des années 90 et dans les années 2000 écrivait tous les jours, hein, sur un film qui passait à la télé, très souvent sur un film de l'âge classique, hein, du cinéma, et faisait voilà, bon, Scorky, bon, issu aussi un peu du macmahonisme, même si c'est un petit peu plus tangent que pour les deux autres noms que je viens de citer. Mais il faisait beaucoup d'allusions, de références au macmahonisme, à Jacques Courcel, et donc voilà, c'est un peu tout ça, découvert de façon un peu conjointe, qui a attiré mon attention sur le mouvement, sur la revue Présence du cinéma, dont j'ai assez tôt cherché à acquérir les vieux numéros en écumant les bouquinistes, les quais, plus tard sur Internet pour compléter ma collection. Voilà, j'avais vraiment un intérêt voilà, pour ce mouvement, comme j'ai pu aussi avoir un intérêt un peu plus tôt pour Truffaut critique. Voilà, enfin, voilà, c'est une passion un peu à la fois pour l'histoire du cinéma et de la critique de cinéma, très, très personnelle à la base. Quand est-ce que tu as commencé à travailler sur ce bouquin? C'était en quelle année? C'était 2015-2016 à peu près. Et le résultat final que je tiens dans mes mains, est-ce que c'était ce que tu voulais faire dès le début ou tu as changé à un moment ou un autre? Alors, idéalement, j'en parle un petit peu dans l'avant-propos du livre. Idéalement, j'aurais souhaité une anthologie des textes, hein, parce que, comme je le disais, pour moi, il y avait vraiment de grands textes qui étaient sortis de ce mouvement, qui, à mon sens, n'avaient pas la considération qu'ils méritaient, tout simplement parce que ils n'avaient pas été réédités. Et donc, l'idéal, ça aurait été un florilège. Moi, surtout que moi, bon, je vous dis, hein, écrire sur le cinéma, c'est pas mon métier. Donc, je me voyais plutôt dans une mesure de retrait où j'aurais établi une sorte de florilège, d'anthologie, et je l'aurais commenté, je l'aurais un petit peu contextualisé quand même. Mais très vite, en fait, il s'est avéré que ça aurait été très compliqué de recueillir l'accord des ayants droit. Beaucoup plus compliqué finalement que d'écrire simplement une histoire avec des citations idoines. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le macmahonisme si tu devais le définir, toi? Pour moi vraiment, enfin, c'est peut-être parce que j'ai adopté une approche historique, mais vraiment pour moi ça se définit par rapport à un contexte. C'est vraiment une tendance de la cinéphilie française, comme je l'écris dans mon sous-titre, hein, d'après-guerre. Donc pour moi entre 51 et le milieu des 60, où une variété de moyens d'action, c'est-à-dire donc la critique de films, mais aussi la théorie du cinéma, mais aussi la programmation de salles, mais aussi la distribution, la promotion presse, a été utilisée pour introduire une sorte de révolution du goût par rapport aux valeurs établies à l'époque et imposer donc de nouveaux réalisateurs au canon alors en vigueur. Et c'était quoi exactement Alors, le style qu'il mettait plus en avant? Qu'est-ce qu'il donc, il y combattait? avait, voilà, donc effectivement, donc tout ça c'était au nom d'une certaine idée du cinéma. Donc c'est un peu le versant théorique de l'affaire. Donc il y avait donc c'est un prolongement un petit peu pour aller vite d'une pensée qu'on va dire basinienne sur le cinéma. Donc un réalisme, un respect des apparences, le cinéma vu comme vraiment un enregistrement de la réalité, mais également et une organisation de ces données de la réalité de façon à plonger le spectateur dans un état de fascination, donc via la mise en scène, c'est-à-dire via d'autres moyens que ceux qui pouvaient être promus par d'autres théoriciens du cinéma,
C'est-à-dire que plutôt que effectivement, de mettre en avant le montage, qui était très, certains ont pu définir vraiment le cinéma par rapport à l'art du montage, c'est pas l'optique des McMahoniens, qui de ce point de vue-là, effectivement, prolonge peut-être une ligne un peu basinienne de la chose. Hein. Ça, je retrace un peu la généalogie dans le livre. Mais c'est voilà, c'est plutôt donc, la mise en scène, parce qu'il faut à la fois respecter les apparences, les données de la réalité, mais également les organiser. Donc voilà, il faut agir, mais de façon la plus invisible possible, d'où une esthétique un peu de la transparence et finalement une conception assez classique ou aristotélicienne du 7e art. Est-ce qu'il y aurait un exemple que tu pourrais donner à celles et ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas forcément ces mouvements cinéphiliques et critiques comme la nouvelle vague dans les années 50 avec une certaine tendance, ou sur Un art ignoré de Michel Mourlet? On va en parler dans quelques minutes. S'il y avait comme ça un exemple qui pouvait illustrer, pas la théorie, parce que tu le dis, Mourlet est contre cette idée de théorie, c'est pas, mais ce que ça représente le McMahonisme, peut-être dans un film ou un cinéaste, Ouais. ce serait quoi Alors exactement? pour moi, le cinéaste vraiment qui illustre parfaitement ça, et d'ailleurs donc fait partie du carénage, donc les McMahoniens de façon un petit peu à se mettre en avant et à mettre en avant leur valeur, ils avaient une idée d'un carré d'as qu'ils avaient donc affiché dans le hall d'entrée du cinéma du McMahon, d'où leur nom, et c'est ce carré d'as pour eux, donc qui incarnait vraiment la plus haute idée du 7e art. Donc il y avait Raoul Walsh, Fritz Lang, Joseph Losey et Otto Preminger. Et pour moi, je pense qu'Otto Preminger, c'est vraiment le cinéaste, le metteur en scène qui illustre vraiment par excellence cette idée de faire sens avec sa mise en scène et en même temps de ne pas le montrer, de ne pas être démonstratif. Preminger, quand on regarde ses films tournés en gros entre Laura et Première Victoire, enfin voilà, entre 44 et 65 à peu près, on a vraiment l'exemple type du cinéaste qui est vraiment, on sent qu'il est présent quand on analyse bien, qu'il est présent à chaque choix de découpage. Il a vraiment une sophistication de ses mouvements de caméra qui n'appartient qu'à lui, mais rien n'est gratuit. Rien n'est démonstratif d'une éventuelle virtuosité. Tout est vraiment destiné à mettre en, voilà, tout est au service en fait des personnages, de la dramaturgie et d'une certaine objectivité d'apparence. Quoi. Voilà, donc voilà, les films de Preminger. D'ailleurs, enfin, ce qu'il a fait entre Laura et Première Victoire, il y a très peu de déchets d'ailleurs. Enfin, voilà, si on pouvait. Alors, si on prend un cinéaste, par exemple, comme Alfred Hitchcock, c'est vraiment l'antithèse, quoi. On voit la forme, on voit tout cela, et c'est quelque chose qui... Oui. Il y avait effectivement, vous faites bien de le citer, effectivement, une des caractéristiques des McMahoniens par rapport au reste de la cinéphilie, et notamment au reste des quais du cinéma, c'est de préférer Fritz Lang à Hitchcock. C'est vraiment un point commun, ça, à Pierre Risson et à Michel Mourlet. C'est vraiment... et effectivement, parce que chez Fritz Lang, vous avez quelque chose de nu, en fait, hein, dans le style particulièrement des derniers films, qui sont ceux mis en avant par les McMahoniens. Vous avez un sens de l'épure, alors que chez Hitchcock, au contraire, quand vous regardez Sueur froide, vous avez vraiment donc, des surimpressions, des artifices très criants de la forme, alors que chez Fritz Lang, c'est un style beaucoup plus intériorisé, quoi, voilà, beaucoup plus condensé. D'ailleurs, j'avais pas prévu cette question, mais comme entre 2015 et jusqu'à cette année, tu as travaillé sur le bouquin, donc beaucoup de recherches, mais aussi beaucoup de dialogues avec ceux qui ont fait le McMahonisme, mais aussi ceux, et tu le dis vers la fin, qui sont inspirés de cela. Je voudrais juste savoir, alors Pierre Rissian, je crois qu'il est mort déjà il y a quelques années, je ne sais pas si tu l'as rencontré. Enfin, bref, en tout cas, est-ce qu'il y a Ouais, mais par exemple, Mourlet, ça, je sais que Mourlet, qui est encore vivant, tu as beaucoup dialogué avec lui, en tout cas par des correspondances hospitalières. Est-ce que il est revenu, par exemple, sur certains films, certains auteurs qu'il pointait du doigt? Allez, on va dire Hitchcock. Ou est-ce qu'il est resté alors, prenons l'exemple Mourlet, est-ce qu'il est resté sur ses convictions? Alors, j'ai pas, ça aurait pu être intéressant, c'est vrai. J'ai pas interrogé Mourlet sur ses goûts aujourd'hui.
Ses goûts, vraiment, c'est dire ses cinéastes préférés. Tout simplement parce que je sais, il a écrit dans ses livres les plus récents, il n'est plus très cinéphile, hein, il s'est assez détaché de tout ça. Et par ailleurs, on peut voir, lorsqu'on se plonge par exemple dans l'écran éblouissant qui reprend, qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui reprend des textes qu'il a pu écrire après la période mahonienne, on se rend compte que, par exemple, il a écrit une belle nécrologie de Howard Hawks, donc il a pris un peu de la hauteur par rapport à ce que le MacMahonisme pouvait avoir de plus strictement polémiste. Et donc, voilà, voilà, on voit déjà quand on lit Morley ce qu'il a publié il y a une dizaine d'années, qu'il revient un petit peu, qu'il est revenu un petit peu sur certaines choses, tout en gardant quand même une préférence pour Walsh. Hein. Euh, et, euh, et donc voilà, sur Morley, par contre, je l'ai plus interrogé sur la théorie, c'est-à-dire ce qui m'intéressait vraiment de savoir par rapport à Michel Morley, que je considère comme un des grands noms de la théorie du cinéma, c'est qu'est-ce qu'il pense en fait du numérique. Le numérique, à mon avis, qui est apparu donc, dans les années 2000, quoi, hein, a considérablement changé la donne par rapport au postulat de Bazin, par rapport à une transparence de l'enregistrement photographique, dont cinématographique. Et donc, effectivement, je l'ai interrogé là-dessus. Plus que sur les goûts, quoi. Et qu'est-ce qu'il en pense de ça, de ce cinéma qui Alors, ça, s'est… c'est assez complexe. Je vous renvoie un peu au dernier chapitre du livre. Hein. Ça a fait l'objet d'une certaine correspondance. Hein. Il m'a envoyé des textes assez longs. Et moi, je lui ai répondu aussi par là. Donc, c'est assez complexe, mais je dirais que fondamentalement, pour lui, ça ne bouleverse pas la donne. Voilà. Voilà. Bon, après, il y a des nuances. Moi, je l'ai relancé par rapport à tout. J'ai fait des objections. Il m'a répondu. Enfin, je vous renvoie. Ça fait presque l'objet pas d'un chapitre complet, mais d'une longue partie du dernier chapitre. Voilà. Ça, c'est intéressant de mettre ça en regard de ce qu'écrivait Guillaume Aurignac dans son livre qui a presque 10 ans maintenant sur l'heure numérique où justement lui, voilà, il analysait Bazin et Morley au regard du numérique. Et voilà, j'ai essayé de faire un peu dialoguer les deux de façon interposée. Voilà. Alors, tu citais Bazin et puis tu as cité aussi les cahiers du cinéma. Et il faut savoir que les MacMahoniens ont travaillé aussi, ont écrit aussi au cahier. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de cet article sur un art ignoré qui, j'ai l'impression, depuis quelques années, refait un peu surface, peut-être parce que les générations changent. Et est-ce que cet article, selon toi, est aussi important que l'article dans les années 50 de Truffaut avec une certaine tendance? Qu'est-ce qu'il a donné cet article? Et est-ce que déjà avec cet article-là, on commençait des soi-disant malentendus autour du MacMahonisme, parce qu'il faut dire ce qui est, quand on entend MacMahonisme, très souvent c'est associé à des choses réactionnaires, très de l'ordre de, oui, même parfois des thèses racistes, il faut dire ce qui est. Et ça, on va peut-être aussi en parler après. Sur un art ignoré, c'est quoi exactement? Et est-ce que les MacMahoniens au sein des cahiers, est-ce qu'ils ont quand même apporté une espèce de révolution? Et puis surtout, comment ça s'est terminé? Alors en fait, les MacMahoniens au cahier, c'est vrai, c'est encore tout un chapitre. C'est passionnant et c'est aussi assez complexe. Donc déjà, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que si les MacMahoniens écrivent au cahier et pas par exemple à Positif, qui est l'autre grande revue de cinéma de l'époque, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que ils s'inscrivent, ils ont deux points communs avec les gens qui sont alors au cahier. C'est d'abord, en gros, ils souscrivent au postulat de Bazin par rapport au réalisme dont on vient de parler. Donc c'est contre le surréalisme, disons, de Positif. Et ensuite, et eux aussi, ils mettent en avant des réalisateurs américains qui étaient au mieux considérés comme des petits maîtres à l'époque. Donc, ils poursuivent voilà, le travail entamé par les jeunes Turcs avec Hawks, Nicolas Ray, Robert Aldrich. Ils le continuent d'une certaine façon avec Raoul Walsh, avec Joseph Losey, etc. Donc, il y a une continuité. Après, la différence, c'est que, en fait, ce qui caractérise pour moi vraiment sur un art ignoré, et donc les MacMahoniens, quand ils sont au cahier, donc en 59-60,
c'est leur cohérence absolue, quoi. Et donc forcément, qui dit cohérence dit exclusion. Il y a une radicalité qui fait que ils rejettent tout ce qui ne. Ils rejettent Orson Welles, ils rejettent Einstein, ils rejettent parce que voilà, c'est pas voilà, il y a trop d'artifices de forme chez ces cinéastes pour aller vite. Et donc, il y a un côté très exclusiviste qui va fatalement, au cahier où quand même les rédacteurs sont assez mélangés, hein, on a toujours eu des gens qui ont défendu une certaine modernité cinématographique, entre guillemets, voilà, ça va attiser les clivages. Et donc voilà, la cohabitation sera assez houleuse pour des raisons assez esthétiques. Et, euh, et par rapport à tout ce qui est donc par rapport aux connotations un peu d'extrême droite des articles de Mourlet, de l'époque en tout cas, pour moi, c'est surtout quand on regarde Sur un art ignoré, ce qui est tout mentionné dans Sur un art ignoré, pour moi, ce sont des connotations d'ordre un peu païen, en fait. Parce que les McMahoniens, dans la mesure où l'art du cinéma, c'est vraiment quelque part une révélation de la beauté du monde, puisque c'est pas, ce ne sont pas le cinéaste, on ne lui demande pas de faire de l'artifice, de jouer trop avec le montage, etc. Il s'agit vraiment de révéler ce qui est beau dans le monde, et donc il y a une prééminence du corps des acteurs. Et donc, effectivement, il y a une exaltation un petit peu des corps des acteurs qui a pu effectivement entraîner des malentendus sur les voilà, quand tu parlais de j'ai pas les textes en tête, j'ai pas non plus les ouvrages sous la main, mais je crois qu'à un moment donné, il parle dans Michel Mouret, je crois qu'il parle de ras élu à un moment donné. Si, C'est un il dit terme ça. qui a pu évidemment prêter le flanc à la polémique. Mais c'est arrivé plus tard, en fait. Ras élu, quand on le replace dans le contexte, c'est évident que ça fait pas du tout mention d'une quelconque race blanche. Surtout que je crois que c'est dans un moment où il parle des coupes de la nouvelle après la pluie des Obuchi, donc d'acteurs nippons. Mais voilà, c'est une expression qui vise voilà, à dire que le cinéma, sa vocation, une de ses vocations essentielles, c'est voilà, d'attirer l'attention sur des corps magnifiques, mais au sens très large. Il parle aussi de corps qui pourraient être magnifiquement monstrueux, quoi. Voilà. Donc voilà. Et, Donc, et j'imagine que quand tu as commencé à travailler sur ça aussi, et puis après on refermera cette parenthèse, mais on pouvait pas ne pas en mais parler non, aussi il n'y a pas de problème, c'est pas une parenthèse. Hein. parce Je vois, que vous en parler. Enfin, je veux dire, c'est pas de. voilà, non, mais je veux dire par rapport à ça, comment faire aussi pour gérer tout ça? C'est parce qu'il y Oui. a certains des auteurs du MacMahonisme qui ensuite ont travaillé pour des revues d'extrême droite, Oui, Mourlet par oui, exemple. bien Je veux dire, sûr. comment on fait pour être pour travailler sur quand même sur un aspect très important de la cinéphilie en France et essayer de contextualiser et en même temps, enfin, comment on fait pour nuancer? Oui. Ça En m'intéresse fait, beaucoup ça. moi, ce que j'ai tenu à faire, en fait, enfin, je ne sais pas si j'ai réussi, mais euh, j'ai voulu ne pas adopter de posture ni d'avocat ni de procureur. En tant qu'historien, entre guillemets, j'ai voulu donc revenir en fait à chaque fois donc ce qui a pu prêter le flanc à la polémique, ce que j'appelle entre guillemets les pièces à conviction, ce que ce qui leur été intéressant de publier en intégralité dans une anthologie, ce que je n'ai pas fait donc pour des questions de droit. Donc j'ai tenu en fait à citer de façon la plus neutre possible. J'ai mis dans le contexte parce que voilà, c'était un petit peu l'intérêt du livre, hein, c'est de recontextualiser les choses. Et à chaque fois, en fait, de façon un petit peu sans en fait conclure à la fin de façon générale. Ça ne m'intéressait pas. Voilà, je ne crois pas avoir écrit à un moment donné du livre le MacMahonisme c'est ça ou le MacMahonisme ce n'est pas ça. Je reviens à chaque fois donc sur l'apologie de la violence, hein, qui est un des textes de Mourlet
qui a pu faire polémique. Je reviens sur Sergent Croft Petit Frère, de l'article de Curtelin dans Présence du cinéma qui avait grandement irrité Pierre Rissian. Enfin, Sur la sortie de Temps sans pitié de Joseph Losey, qui a été un moment important aussi. Oui, qui a été un moment fort, mais qui pour le coup, là, d'un point de vue politique, enfin là, on n'a pas, je crois pas qu'on n'a jamais accusé les MacMahoniens d'un point de vue politique par rapport à Temps sans pitié. Oui, enfin voilà, je reviens effectivement à chaque fois sur les choses, je retrace une histoire, je raconte une histoire, mais j'essaye de me garder quand même des généralités. Et qu'est-ce qui ont fait qu'à un moment, il y a eu le numéro spécial Joseph Losey, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ils ont dû partir, et ils ont dû être avec Romer d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Plus tard, Romer. Il part 3 ans plus tard. Mais oui, ce qui se passe en septembre, en septembre 60, donc un an après qu'il soit arrivé, en fait, le numéro Losey, il a été composé. Donc Losey, pour remettre dans le contexte, Joseph Losey, réalisateur chassé par McCarthy, sympathisant communiste chassé par McCarthy et arrivé en Europe, c'est vraiment quelqu'un dont la réputation a été créée par les MacMahoniens. Plus encore que les autres cinéastes du Caradas, c'est vraiment une création des MacMahoniens de commune réputation. Losey, 20 ans plus tard, après s'être fâché avec les MacMahoniens, on le reconnaîtra sans problème auprès de Michel Simon dans ses entretiens. Donc, Losey, c'est une créature des MacMahoniens, les MacMahoniens vont composer avec, je crois, la complicité de Romer, forcément avec l'accord qui était rédacteur en chef à l'époque, ils vont composer tout un numéro dédié à Joseph Losey. Ça va irriter les autres rédacteurs, parce que d'autant que les MacMahoniens, qui à l'époque, on est dans un contexte assez polémique, ne prennent pas de gants et donc s'en prennent ouvertement au totem de la revue, donc à Hitchcock, à Welles, à Rossellini, sans précaution oratoire. Et donc forcément, ça irrite de l'autre côté. Et par ailleurs, donc Mourlet ne se sentait pas forcément très à l'aise au Cahier du cinéma, et on allait peu de temps après, donc lui proposer de prendre les rênes de Présence du cinéma, qui était une autre petite revue, il y a des 30 ou 40 périodiques cinéphiliques qui existaient à l'heure. On parle vraiment d'un âge d'or de la cinéphilie en France. Et voilà, donc on avait Mourlet va accepter la proposition, et ensuite donc les MacMahoniens vont arriver à Présence du cinéma, qui va vraiment devenir la revue des MacMahoniens de façon pleine et entière, et du coup ils seront plus au Cahier du cinéma. Voilà. Quelle était la ligne éditoriale de Présence du cinéma quand les MacMahoniens avec Mourlet l'ont investi? On peut dire qu'il n'y en a pas finalement, comme le reconnaissait très bien Curtelin il avait une façon assez cocasse de le formuler. Il disait que Présence du cinéma était vraiment une revue aussi vieille et inutile que toutes les autres revues de cinéma, mais maintenant que Mourlet et ses amis vont arriver, ça va redevenir intéressant, parce que, et là on voit que Curtelin était quand même assez lucide. Il dit, pour lui, Mourlet, il apporte quelque chose d'aussi neuf que Rivette et Truffaut l'ont apporté 5 ans auparavant dans les cahiers du cinéma. Donc là, à partir du numéro 9, la ligne éditoriale devient beaucoup plus claire, ça devient la revue MacMahonienne. Voilà. Mais auparavant, vous aviez un panel de rédacteurs, voilà, vous aviez à la fois Robert Benayoun, rédacteur de Positif très célèbre, et Luc Moulet, qui avait pu écrire dedans, quoi. Et puis Edgar Morin, et puis Thierry Noveda, et puis voilà. Est-ce qu'il y avait une cohérence très forte parce qu'on a omis de le dire, mais bon, le MacMahonisme, ça vient du MacMahon, qui est une salle de cinéma dans Paris, à côté des Champs-Élysées. Est-ce qu'il y avait une cohérence très forte dans la manière de voir les films entre la programmation du MacMahon et Présence de cinéma? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça, une espèce de connexion très forte? Oui, plutôt, parce que même si donc assez vite, en fait, Rissian va plutôt prendre en charge donc, les activités de distribution avec MacMahon Distribution et Lourcel, Mourlet, puis Lourcel prendre en charge l'écriture de la revue. Donc, vous avez quand même, en fait, c'est simple, en général, quand Rissian, par exemple,
Le premier film qui a sorti Richan en tant que distributeur, avec Claude Makowski, ça a été Les Bourreaux morts aussi, de Fritz Lang, une ressortie donc 20 ans après la production du film, à peu près. Présence du cinéma va évidemment en parler assez longuement avec de longs articles qui d'ailleurs expriment une certaine pluralité de points de vue par rapport à l'importance de Brecht dans le résultat final. Donc voilà, il y a quand même voilà, une connexion dans la mesure où en présence du cinéma, voilà, vous pouvez parler de ce qui ressortait. Voilà. Dans les années 60, quand il, à partir du numéro 9 jusqu'à la fin des années 60, pratiquement la fin des années 60, est-ce que cette revue Présent au cinéma était considérée vraiment comme une revue très importante au même titre que les cahiers? Je ne sais pas, enfin, c'est difficile de. Enfin, il faudrait. En tout cas, il y a plusieurs articles de l'époque qui en parlent, quoi. C'est difficile en fait d'estimer ça de façon objective. C'est difficile de mesurer ça. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs. Voilà, vous avez à l'époque, la cinéphilie, c'est quelque chose de très vivace, de très vivant, et donc, voilà, vous avez des revues qui parlaient des autres revues, et donc, moi, voilà, j'ai pu voir un article de L'Esprit, la revue, la revue d'inspiration chrétienne, je crois, je crois que c'est un article de Raymond Bellour où il fait pendant longtemps, il parle des revues de cinéma, et bien sûr, il parle de présence, comme il parle des cahiers aussi. Enfin, c'est voilà. Donc après mesurer ça, je sais pas. Les cahiers du cinéma à l'époque avaient déjà le prestige lié à la nouvelle vague. Ils avaient aussi très tôt, ils ont eu le prestige, à mon avis, du cinéma de durée. Hein. Enfin, je veux dire, ça a été une revue qui il n'y avait pas beaucoup de revues de cinéma, enfin en fait il n'y en avait aucune qui avait atteint son numéro. La longévité aussi. C'est ce que tu écris à un moment, tu dis même dépasser 30 numéros, c'était Oui, extraordinaire, c'était un oui, oui, record. oui. Donc voilà. Après c'est difficile de mesurer tout ça. C'est difficile de mesurer. Et est-ce qu'il y a pour rester encore dans Présence, est-ce qu'il y a eu comme ça des numéros forts, des numéros importants dans lesquels baignaient encore Mourlet et les autres? Là, oui, on pourrait dire tous, effectivement, pourquoi l'un plus que les autres. Après, d'un point de vue subjectif, moi personnellement, moi je pense qu'un numéro comme le double numéro d'Antoine Tourneur, c'est vraiment un des grands moments de la presse ciné française, hein, avec ce fabuleux texte de Jacques Courcel, qui en fait qui est soi-disant une présentation de quelques films d'Alan Doine, mais qui en fait très vite prend des proportions d'ordre général très importantes. Enfin, c'est Tu vois, vraiment. c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment pour le coup, c'est parce que tu disais que dès le début, ce projet, et la base de ce projet, c'est aussi très personnel. Et il y a des textes et des plumes qui pour toi sont très importants. Et c'est ça que j'ai envie de savoir vraiment, c'est qu'est-ce que tu trouvais qu'est-ce que tu trouves aussi encore dans ces textes, quelque chose qui te convient parfaitement, qui peut-être est connecté aussi avec Alors, ta manière de voir le cinéma, et c'est quoi exactement? oui, personnel. Bon, déjà, c'est important, hein, je pense. J'ai découvert les textes McMahonian, j'étais jeune. J'étais jeune cinéphile, hein, j'avais à peu près 20 ans, une petite vingtaine d'années. Et je pense que quand on est jeune, on ne peut qu'être séduit par le caractère définitif des Hmm. grands textes de Morlaix et d'Ourcel, qui ne s'embarrassent pas de précautions oratoires. Ça fait, c'est rafraîchissant à lire. Par ailleurs, du point de vue du style, parce que moi, je le dis, hein, je crois que je les considère comme des écrivains importants, en tout cas des grands écrivains de ce genre mineur qu'est la critique, il y a la clarté de la formulation, la hauteur de vue, la superbe des formules pour Morlaix, qui a vraiment un sens de la formule, un certain lyrisme, mais qui n'est jamais délirant, qui est quand même toujours, voilà, qui a toujours prise avec la terre, avec la réalité. Euh, moi c'est vrai que l'Ourcel, par exemple, le Lourcel critique, donc plutôt du dictionnaire que des textes de présence, donc après le macmillonisme, hein,
moi, j'aime beaucoup parce que, pour moi, il a un peu toutes les qualités d'un critique. C'est-à-dire, déjà, il a une érudition. Enfin, je veux dire, et je connais pas de cinéphile qui ait vu plus de films que Jacques Courcel, hein, de toutes les époques et de tous les pays. Une érudition aussi qui n'est pas que cinéphilique, mais aussi une certaine culture théâtrale, littéraire, voilà. Il a la clarté de l'argumentation. Enfin, il argumente, c'est-à-dire que quand il écrit un éloge ou une diatribe, c'est toujours en lien avec le contenu du film. Les McMahoniens, quand même, ce qui les distingue d'ailleurs, on a pu leur reprocher, c'est qu'ils ne sont pas trop dans l'exégèse, dans l'interprétation. Ils restent toujours, voilà, ça les intéresse pas voilà. Donc, quand ils argumentent, c'est toujours lié au film. C'est jamais délirant. Et aussi, voilà, il y a une clarté de la formule, c'est une qualité de la langue, voilà, c'est clair et précis. Donc voilà pour les qualités de style littéraire que je trouve au McMahonien. Après, du point de vue des goûts, j'ai pu, ouais, moi ce que enfin, ce que je dis en général quand on m'interroge là-dessus, c'est que à la louche, le McMahonisme, c'est, je dirais, un article comme le manifeste de Morlaix quand même sur un art ignoré, en une quinzaine de pages, il circonscrit à peu près, je dirais, 80% de mes goûts et dégoûts sur l'histoire du cinéma. C'est quand même fort. En une quinzaine de pages, et quand même, il dit des choses que je trouve très, très vraies pour à peu près, voilà, la grande majorité de ce que j'aime ou j'aime pas dans le cinéma. J'ai des points de divergence très importants avec les McMahoniens. Enfin, voilà, moi, je défends Sergio Leone, je défends Eric Rohmer, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, je défends Abel Gance aussi, cinéaste du montage par excellence dans ses muets. Et voilà. Par contre, je suis un peu plus tiède que Jacques Courcel par rapport à certains Italiens comme Matarazzo ou Freda. Enfin, donc voilà, il y a des détails sur lesquels je suis pas d'accord et je l'assume complètement. Visconti, j'aime beaucoup Visconti par exemple, qui est fustigé par les McMahoniens. Mais voilà, c'est les goûts, c'est pas très important. On a tous nos goûts. Moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec c'est Jean-Pierre Léaud dans La Maman et la Putain, que le droit de se contredire devait être inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire que pour moi, ça me paraît difficile de réduire des goûts, une subjectivité à un texte aussi cohérent et brillant soit-il. Il y a forcément voilà, des moments où on va se contredire. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de redégager une cohérence malgré ça. Et voilà. C'est un peu ce que j'avais essayé de faire dans Zoom arrière, numéro 4, en essayant d'amender un peu sur un art ignoré par rapport à ce qu'il écrivait sur le cinéma muet. Voilà, j'ai essayé de réconcilier un peu mon goût pour le cinéma muet et le manifeste de Morlaix. Voilà. Autant dans une certaine tendance de Truffaut, si on devait résumer en un mot peut-être, ça parle d'équivalence dans le cinéma français, dans le milieu du scénario français. Sur un art ignoré, ce serait quoi exactement? Sur quel mot sur quoi est axé l'article? Qu'est-ce qu'il veut dire, Morlaix? Transparence et fascination. Ouais. Voilà. Transparence des moyens et fascination comme objectif. Est-ce que aujourd'hui, dans des articles ici et là, est-ce que tu y vois parfois un peu d'influence comme ça du McMahonisme dans certains textes critiques, voilà, dans les quotidiens, dans les revues, sur le net aussi? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça t'a intéressé déjà de voir ça? En fait, c'est difficile parce que si ça existe, ça existe certainement. Moi, je sais que plusieurs critiques qui écrivent dans Le Monde, dans les Inrocks, dans les cahiers, ont lu avec intérêt Morlaix, plus encore Lourcel, qui est vraiment, je trouve, une référence assez partagée aujourd'hui et assez consensuelle dans la cinéphilie. Mais c'est diffus en fait. Moi, je pense que c'est tellement diffus que ça me paraît. Moi, vraiment, pour moi, le McMahony, c'est un petit peu mon point de vue, et il est tout à fait discutable. C'est vraiment quelque chose de lié à l'époque. C'est-à-dire qu'une fois que le combat a été gagné, c'est ce qu'écrit Lourcel dans son dernier article d'ailleurs de Présence, hein, c'est que voilà, le Caradas a été imposé, enfin, on ne regarde plus le cinéma américain avec condescendance, ça. Bon, bah, que faire, quoi. Du coup,
il arrête la revue. Bon. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, c'est diffus, quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a personne qui se réclame strictement du McMahonisme, ce qui n'aurait guère de sens en 2022, je pense. Ce serait un peu venir après la guerre. Alors je rappelle, c'est histoire du McMahonisme, hein, sur une certaine tendance de la cinéphilie française entre 51 et 57. Il y a une préface de Michel Mourlet, quand même, il faut insister là-dessus. C'est édité chez Books on Demand. Une dernière question, parce que, dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez trouver un lien et vous pouvez récupérer le livre, en tout cas, si vous voulez vous l'approprier. Dernière question, tu as travaillé près de 5 ans sur ce bouquin. C'est quand même assez, j'imagine que c'était un projet important. On en ressort comment de cela? Oh, bah, si vous voulez voir, c'est que moi, je vous dis, hein, c'est pas, j'écrivais ça sur mon temps libre. Hein. Donc c'était assez diffus, hein, même si forcément la dernière ligne droite, voilà, c'est un peu plus intense. Je voulais vraiment que ça sorte avant l'été. Voilà. Mais bah, je sais pas, c'est un petit peu quelque part. Pour moi, peut-être, j'espère qu'en fait, je vais peut-être un peu tourner la page. Le McMahonisme m'a un peu obsédé quand même pendant plus que l'écriture de ce livre, hein, depuis ma découverte des thèses de Mouret, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et peut-être que maintenant, voilà, je vais tourner la page. Ça va être une façon peut-être un petit peu de passer à autre chose. Voilà, c'est peut-être de dire un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et voilà, quoi. D'aller ailleurs. Histoire du McMahonisme. Merci en tout cas à toi, Christophe, de nous avoir consacré un peu de temps pour revenir sur ce livre. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo et je vous invite vraiment à vous plonger dans cette histoire, dans une partie de l'histoire de la cinéphilie française. On a tendance à beaucoup parler de la nouvelle vague. Très bien, c'est tant mieux. Moi, y a pas de souci. Mais il y a d'autres histoires qui sont aussi intéressantes et celle-là, elle en fait partie. Merci à toi, Christophe. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony.